il n'aura pas pu donner 100% à la participation. Allez, on a 2h30, on s'installe vite. Est-ce que Fabienne est là? Fabienne est Oui, pardon. Je suis là. Gardez une place. Non, non. Là, il est là. Je pense qu'on va commencer maintenant parce que on finira à 22h30. Il y a des places devant. Il y a des places devant, il y a 5 places devant assises. Et je vais quand même demander aux camarades de l'UJFP. Je vais quand même demander aux camarades de l'UJFP qui ont été là et qui ont participé à l'atelier de cet après-midi avec nos intervenants de bien vouloir, si nécessité, laisser aux personnes venues de l'extérieur qui ont eu la gentillesse de venir écouter nos intervenants ce soir, s'asseoir et de prendre des places un peu plus inconfortables, mais je pense que c'est pas trop grave. Alors d'abord, merci d'être là à tous. Merci. Première chose, on est vraiment... Il y a plein de places. Il y a des places devant. Il y a plein de places devant. Alors, on va laisser les dernières personnes s'installer. Voilà. Alors d'abord toutes nos excuses parce qu'on croyait fermement avoir réservé la grande salle du bar, comme à l'accoutumée pour nos soirées d'assemblée générale. Et puis il y a eu un quiproquo, on va dire, entre le service de réservation et nous, qui fait que nous avons dû nous rabattre sur cette salle petite et inconfortable, et on en est vraiment désolé. Pour introduire les camarades présents autour de moi, je vais dire 3 mots sur pourquoi ce sujet, au fond. Ça fait très longtemps que dans l'UJFP, on se pose toujours la question de comment on est une voix juive, comment on porte cette voix juive dans le climat politique qui est le nôtre et qui est celui d'Israël-Palestine. Est-ce qu'on doit travailler en direction de la communauté juive? Comment on peut faire travailler en direction de la communauté juive? Comment on travaille avec les pas juifs, le mouvement de solidarité? Toutes ces questions, on se les pose régulièrement, mais on n'avait jamais pris conscience comme cette année du poids qu'est en train de prendre, que sont en train de prendre certains mouvements juifs, on va dire alternatifs, qui ne sont pas des mouvements juifs sionistes, qui ne sont pas des mouvements juifs communautaires, qui sont des mouvements juifs qu'on peut qualifier à minima de non-sionistes, dont nous faisons partie. Nous sommes sensibles au fait, par exemple, que Jewish Voice for Peace, aujourd'hui aux États-Unis, fait acte de 9000 membres et de 62 sections.
et de 20 000 supporters, de soutien. 200 000. 200 000, excusez-moi, 200 000 soutiens. Ce que nous savons vu d'ici, c'est que la force d'audience de Jewish Voice for Peace, qui je le rappelle, a voté le BDS et sur des positions qui sont très très sensiblement proches de celles de l'UJFP. Jewish Voice for Peace aujourd'hui a plus d'audience que J Street, qui était, rappelez-vous, le groupe sioniste de gauche qui était censé être le soutien de Obama contre AIPAC. J Street a perdu de l'audience, Jewish Voice for Peace a pris de l'audience. Nous avons invité aujourd'hui des associations amies qui ont la particularité d'être comme nous des associations juives, ou en tout cas, pour ce qui concerne Martine, d'être une militante juive dans le mouvement de solidarité avec la Palestine du Luxembourg. C'est donc Martine dont j'ai oublié le nom. Kleinberg. Nous avons invité Jewish Independent Voices. Independent Jewish. Voix juive indépendante. Les voix juives indépendantes du Canada, en la présence de Fabienne. J'ai le nom de famille. Présentée. Ici présente. Et, excusez-moi, on a eu l'affaire précise. Et Henri Wajloum, de l'Union des Juifs progressistes de Belgique, notre association, je dirais presque marraine. Et je vais tout de suite leur laisser la parole sur ce thème-là, l'émergence des voix juives non sionistes, comment elles se dessinent, comment eux-mêmes travaillent dans leurs différents contextes, et puis on débattra avec vous. Nous avons jusqu'à 22 heures. Les gens qui sont là derrière, ils n'entendent pas très bien. Ben moi, j'ai pas de micro. Se mettre debout. Debout, la voix porte mieux. Les jambes aussi. Les jambes aussi. Alors bonsoir. Les Canadiens vont se lever. Ouf. Très heureuse d'être là pour Voix juive indépendante. On est un groupement juif, comme dit le nom, canadien, pan-canadien, comme on dit chez nous, c'est-à-dire depuis le Halifax, c'est-à-dire le côté atlantique, jusqu'à Vancouver, côté pacifique. Alors ça implique beaucoup de territoires, ça implique des communautés juives assez différentes, ça implique aussi d'être au nord de notre grand ami américain, donc ça aussi a l'implication au niveau de notre travail, au niveau politique, etc. Voix juive indépendante existe depuis 2009. On est essentiellement un regroupement de ce qui existait auparavant un petit peu partout éparpillé à travers le Canada. Et lors de la guerre 2008-2009 à Gaza, on a décidé, plusieurs d'entre nous, d'essayer de tenter encore une fois, parce que ça a déjà été tenté et ce n'est pas évident au Canada, d'avoir un groupement qui vraiment représente les divers groupes juifs, mais qui se mettent d'accord pour émaner une voix alternative, ne serait-ce que pour, en ce qui concerne le travail avec la presse, le travail auprès du gouvernement. Particularité canadienne, vous êtes peut-être au courant, il y a des anglos, il y a des francos. Bon, la grande partie, enfin on est à 80% anglophones, 120% francophones. Le travail Canada anglophone n'est pas tout à fait la même chose, on ne fait pas les choses tout à fait de la même façon, parce qu'on travaille en français différemment qu'en anglais, mais c'est aussi parce que la situation historique, politique, sociale du Québec est quand même assez particulière en ce qui concerne les Juifs. C'est-à-dire que les Canadiens français, je vais les appeler comme ça pour le moment, mais on dit aujourd'hui bien sûr les Québécois, ont eu un rapport assez conflictuel avec un patronat juif
anglophones. Résultat, au Canada, au Québec, on a un travail qui est quand même un petit peu plus, qui est complexifié par cet élément, complexifié, je dirais, surtout par un racisme latent, un préjudice, une discrimination latente de la société québécoise face aux Juifs. Alors, je fais attention ici, on ne va pas classifier tous les Québécois comme anti-juifs. Hein. C'est pas ça ce que je veux simplement souligner ce point parce que c'est extrêmement important. Par exemple, à Montréal, où je travaille avec Voix juive, hein, on est quand même à 75% anglophone. Vous voyez la francophone. Alors, le lien avec... il y a comme un mur qui existe entre les juifs anglophones qui travaillent avec le reste du Canada et hop, cette société québécoise pas très connue, pas très compris de la part de nos confrères et nos consoeurs anglophones. Alors, partie de notre travail a été, on continue à être, de faire le pont entre ces deux sociétés. Ça, c'est une question éternelle au Canada. Il y a aussi une autre particularité, c'est lorsqu'on parle de communauté juive, de voix juive, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens de juifs, on est beaucoup de communautés juives, hein, et en Amérique du Nord, on est beaucoup représenté par les Ashkénazes plutôt que les Séfarades. À Montréal, on a justement au niveau des francophones une grande communauté séfarade qui est donc francophone, et au niveau de ses prises de position politiques, beaucoup plus à droite que les Ashkénazes anglophones du Canada anglais. Bon, on peut, si vous avez des questions par la suite, je ne vais pas éternaliser sur tout ça, parce que c'est assez compliqué. On a au sud des États-Unis. Le Canada est quand même assez petit quand on y pense, hein, au niveau politique, mais pas petit au niveau géographique, j'ai lu, en effet, c'est pas petit à ce point-là, mais au niveau de la population, au niveau du poids économique, au niveau du poids politique qu'on peut penser avoir, bon, il faut quand même qu'on compose avec notre voisin du Sud. Et je peux dire qu'une des choses avec lesquelles on compose, c'est les PAC. L'influence grandissante depuis quelque temps, depuis je dirais facilement 5 ans, l'influence grandissante de l'EPAC au niveau des décisions prises par la communauté, le mainstream juif au Canada. Bon. Pour faire histoire courte, nous avons, avant, il y avait plusieurs groupements juifs qui disaient être représentatifs de la voix des juifs au Canada. Ces groupements ont été, bon, sont devenus quasiment inefficaces et vraiment inopérables, ils n'opéraient plus, hein, plus du tout. Et il y a 3 ans de cela, EPAC a réalisé qu'au Canada, l'appui des Canadiens s'effritait au niveau de l'EPAC. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est il y a eu une décision politique très claire qui a été de venir au Canada et influencer l'établissement d'un nouveau centre qui s'appelle le Centre des affaires israéliennes et juives. Okay, ce n'est plus, c'est the Center for Israeli and Jewish Affairs in Canada. Okay. Ça a été mis sur pied par 11 hommes et femmes d'affaires du Canada, directement liés avec le lobby EPAC aux États-Unis. Donc, on voit que, effectivement, on a, quand on parle d'émergence, on a aussi une évolution, hein, du contexte politique, une évolution de contexte social, qu'on essaye, on essaye de rencontrer les exigences de cette évolution.
Et puis, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que si l'EPAC est venu voir au côté canadien pour avoir un appui, c'est parce qu'ils ont énormément peur. Il y a quelque part nos voix indépendantes, nos voix juives à travers le monde, mais aussi aux États-Unis et au Canada, commencent à avoir une force, un impact. On est petit au Canada, on n'a pas un grand nombre, on est environ 500 membres, ce n'est rien. On s'entend. Mais au niveau du poids, il a fallu chercher dans la stratégie, dans les tactiques, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait en soi? Qui est-ce qu'on vise? Bon, on a très bien compris depuis 2009 que notre cheval de bataille n'allait pas être, ça a été une prise de décision de notre Assemblée Générale en 2009, n'allait pas être d'aller chercher la communauté juive non sioniste mainstream. On perdait notre temps puisqu'on est trop peu. Par contre, on s'entend sur le fait qu'on est quand même, on a le nom juif, hein? On est quand même une voix juive indépendante. Ça a été une décision prise sciemment, étant donné que, je peux dire malheureusement, quelque part, que les questions de justice sociale en Palestine, la critique des pratiques et des politiques israéliennes, lorsqu'ils sont menés par un juif, ont plus de crédibilité que lorsque menés par un non-juif. Et c'est avec ces faits qu'on a dû travailler et décider de... Bon, on était tous des militants dans des groupements de justice sociale et on s'est retrouvés avec des demandes venant même de l'extérieur de l'importance d'une voix juive. Bon, d'accord, on va... et c'est ce qu'on s'efforce de continuer à être. Alors, je dirais que grosso modo, on travaille beaucoup au niveau de la liberté d'expression au Canada. Depuis 10 ans, vous êtes peut-être au courant, nous avons eu un Premier ministre qui a fait en sorte de couper l'herbe sur toute question de démocratie, de contrôle social, de politique sociale, etc. Ça a été très très clair au niveau de ce que nous représentons. Il y a eu un projet de loi qui a été lancé il y a 1 an pour criminaliser nos activités. Bon, ce projet de loi, on va voir si le nouveau gouvernement va le tenir, on ne sait pas encore. Par contre, à Montréal, le gouvernement, enfin on appelle ça un gouvernement là-bas, enfin les pouvoirs municipaux, ils ont instauré justement une règle municipale criminalisant nos propos, criminalisant nos activités. Donc on ne sait pas à quel moment on peut être donc justement arrêté pour ce qu'on fait. Et on a trouvé effectivement que pour nous c'était extrêmement important de travailler au niveau de la question de liberté d'expression à travers le Canada. Le gouvernement conservateur de l'époque a mis sur pied une commission d'enquête pour combattre l'antisémitisme. Au fait, de commission d'enquête pour combattre l'antisémitisme, nous, on n'avait même pas eu le droit de déposer le rapport, et en tant que groupement juif, on aurait dû pouvoir déposer, selon la loi canadienne, ce rapport. On n'a pas pu. Par contre, et j'essaie de faire une histoire courte, c'est-à-dire que notre travail au niveau du pouvoir, au niveau du gouvernement, au niveau de contrer la manière dont le pouvoir gouvernemental agit, c'était justement de ne pas d'aller chercher des alliés. En ce qui concerne ces commissions contre l'antisémitisme, c'était pas du tout, c'était finalement une commission qui c'est couvert, merci, de préoccupation de discours haineux, visait surtout les musulmans, et bien sûr nous, mais à un plus petit degré. Donc on a, pour nous, trouvé que c'était extrêmement
important qu'au niveau de la liberté d'expression, on soutienne aussi ceux et celles qui combattent l'islamophobie, étant donné qu'au Canada, c'est rare. Nos activités sont assez localisées. On a du mal à vraiment faire des activités qui sont vraiment pan-canadiennes, étant donné qu'on ne peut pas rassembler nos membres depuis l'Atlantique au Pacifique, c'est extrêmement coûteux. Donc, vous allez voir chez nous qu'il y a différentes villes qui décident d'entreprendre différentes actions dépendant de le contexte chez eux. C'est soutenu par par le national, si vous voulez. Au niveau du national, c'est clair que depuis 2009, on a pris des décisions qui concernent le BDS. On pense, mais peut-être on a tort, le premier groupement juif à soutenir le BDS. On n'est pas, hein, c'est ça, Pierre est en train de me faire erreur. Ben, on aime croire, mais bon, ça c'est parce qu'on est de l'autre côté de l'Atlantique. Bon. On travaille énormément au niveau de statut du Fonds national juif au Canada, étant donné qu'il y a le Canada Park, le Parc du Canada et Jérusalem, enfin tout ce que ça implique. Alors, le GNF a un statut charitable au Canada. Ici aussi, voilà. Ça c'est une campagne qu'on met à tout front maintenant, campagne légale, pour justement les déstatuer d'organismes charitables. Au niveau de l'évolution des voix juives, on est content de pouvoir dire qu'il va y avoir, on pense, un renouveau. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent, qui s'intéressent différemment. Et je le disais un peu cet après-midi, qui s'intéressent différemment, c'est-à-dire qu'ils l'expriment différemment que nous. Nous, on est les vieux, hein, la vieille garde, qui a une façon d'amener la lutte. Et ce qu'on voit, c'est que les jeunes, on a maintenant un coordonnateur qui a à peine 30 ans, il y a 30 ans, je pense, oui. Et ça fait en sorte qu'il y a un renouveau. Ça fait en sorte aussi qu'on est obligé de nous regarder un petit peu, d'ouvrir la façon dont on aborde la question de la justice en Palestine, la situation en Israël, avec la manière dont les jeunes s'expriment. On parle par exemple au niveau du web, ben écoutez, on ne peut plus écrire des longs articles de réflexion, etc. Il faut vraiment que ces articles soient très courts, il faut que le web soit interactif, mais ça marche. C'est-à-dire, plus c'est interactif, plus ça a une résonance pour eux, bah, il y a des gens qui, tout à coup, se mettent à se mobiliser quand même un petit peu plus. On a aussi, comme ici, la question de la mobilisation n'est pas évidente du tout. On a plus de membres ou d'adhérents qu'on est de gens qui travaillent actuellement véritablement. On a un coordonnateur payé, salarié, mais les autres, on est des bénévoles. C'est sûr que ça a été pour nous, en tant que groupement militant, une décision difficile, une décision qui s'était imposée. On a quand même pu apprendre aussi de nos voisins du Sud, de JVP, qui ont expérimenté les moyens, qui ont fait en sorte de parler plus à la population, aux jeunes, aux gens d'aujourd'hui, tels que eux, ils veulent entendre les informations. C'est visé individuellement, personnellement, et puis ça a une énorme résonance. Donc il y a quand même pour nous, quand on parle d'émergence de voix juives, c'est clair qu'il y a pour nous l'importance de vraiment s'ouvrir à différentes façons d'exprimer ces voix-là,
différentes méthodes. On a à Toronto, par exemple, les jeunes qui ils sont venus en masse. Et pour nous, en masse, hein, on s'entend bien, en masse, ça veut dire quand on reçoit 200 personnes, c'est énorme. Hein. Donc, c'est 200 personnes, 200 jeunes qui arrivent pour un événement qui s'appelle Être juif autrement. Mais l'être juif autrement, ça incluait pas simplement le culturel, c'était aussi la politique. Et c'est donc, on a parlé beaucoup de sionisme aujourd'hui, on a parlé de cette réalité avec laquelle, comment est-ce qu'on parle du sionisme, comment est-ce qu'on... Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on le déconstruit en activité, on le déconstruit en choses buvables, accessibles. Ça nous demande un petit boulot parce que bon, il faut quand même qu'on se départisse un petit peu de nos façons habituelles de faire. Mais on voit que ça rejoint de plus en plus de jeunes qui, elles et eux, viennent nous voir et disent on n'est plus du tout à l'aise avec ce qui se passe en Israël, mais on ne sait pas, vous êtes radical, vous êtes vu comme anti-Israël, et puis, mais ce qu'ils voient, c'est qu'effectivement, on n'est pas anti-Israël, on est anti les politiques et les pratiques actuelles en Israël. Et là, en le déconstruisant avec un langage qui fait, disons, un petit peu moins peur, c'est pas qu'on a dilué le message, entendez-moi bien s'il vous plaît, c'est simplement qu'on était obligé de faire en sorte que ce message se porte autrement, pour qu'on puisse vraiment avoir, qu'on puisse penser à une continuité. Alors, ah oui, une petite chose, au niveau des tactiques et des stratégies, bon, c'est vrai qu'on avait, avant 2008-2009, on avait quand même une présence dans la presse canadienne, francophone et anglophone. On était une voix écoutée, on l'est un petit peu encore, mais ce qu'on a fait, c'est que notre coordonnateur a pu trouver, il écrit des blogs dans le Huffington Post, je ne sais pas si vous connaissez le Huffington Post, et maintenant il a réussi à avoir permanence, le blog est permanent dans le Huffington Post, et il a autant de poids et de visibilité que le poste du Centre des affaires israéliennes et juives. Alors pour nous, ça c'est quand même, on ne crie pas victoire, mais c'est un blog est lu et un blog est commenté. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'on rejoint notre monde qui est là, qui est latent. Parce qu'il y a beaucoup de juifs au Canada qui ne sont pas à l'aise avec ce qui se passe, mais qui ne savent pas comment sortir et en parler. Ils ont peur, comme partout ailleurs, de perdre leur travail, de perdre leur famille, de perdre leurs amis. Et une chose qu'on a fait par rapport à ça dans notre travail au Canada, je vois bien au Canada, c'est super important, c'était de donner une place à ces peurs. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans des dialogues de nos peurs et de comment on ressent à l'intérieur, etc. Donc nos sentiments par rapport à une situation politique, mais ça a été important et je pense que je peux dire que ça porte fruit de pouvoir dire ici, vous pouvez parler de vos craintes. On va les recevoir, on ne va pas les balayer du revers de la main comme on faisait avant. Ça, je parle avant, nous, comme la manière dont on était militants. Hein. Si vous n'avez pas un certain langage, on ne veut rien savoir de vous. Et là, on a compris avec le temps que cette espèce c'était d'exclure. Alors, c'est très important de pouvoir offrir cette écoute à nos membres et à nos membres potentiels. Voilà, donc je pense que j'ai brassé un petit peu un tableau et on est extrêmement heureux d'avoir été invités pour assister à l'Assemblée générale de l'UGFP parce que c'est quelque part de pas
pas simplement nous ressourcer, parce que ça nourrit, ça ressource, mais ça renforce nos liens et les possibilités d'agir ensemble pour, comme on disait cet après-midi, éventuellement penser. Je n'impose pas d'ordre, c'est d'accord. Bonsoir. Moi aussi, je remercie l'UJFP pour son invitation. Mon nom est Henri Weinboum. C'est vrai que ma voix ne porte pas très loin. Je suis membre donc, de l'Union des progressistes juifs de Belgique, qui est une organisation ancienne. Je vais vous faire un bref historique de l'organisation. Nous sommes nés en 1939 sous le nom de Solidarité juive, qui a été créé par un groupe d'immigrés juifs des pays de l'Est, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons politiques, puisque c'était des militants. Donc, Solidarité juive est devenue, dès 1939 et durant les années noires, la branche juive du Parti communiste de Belgique, donc engagée dans la résistance armée, avec ses fusillés, ses déportés. Et ensuite, Solidarité juive a participé à la reconstruction de la communauté juive, c'est-à-dire la maison accueillait les rescapés, une grande bibliothèque, en yiddish surtout, puisque la langue, à ce moment-là, de la plupart des membres de Solidarité juive, de la langue commune était le yiddish. La reconstruction, et puis Solidarité juive a cédé le relais à la génération suivante, qui est devenue l'Union des progressistes juifs de Belgique. Donc une organisation de gauche, militante, je dirais sur tous les fronts des luttes sociales et politiques en Belgique, dans le monde associatif. Et c'est depuis 1967 en fait que nous sommes très actifs et très engagés sur la question israélo-palestinienne. En 1967, la guerre de juin, où les dirigeants travaillistes et de gauche israéliens sillonnaient l'Europe en disant que maintenant qu'on avait conquis les territoires, on allait pouvoir les échanger contre la paix. On s'est très vite rendu compte qu'il n'en était rien, que le but ultime c'était l'agrandissement, c'est-à-dire la poursuite de la guerre de 1947-48. Donc nous sommes engagés sur ce terrain-là en tant qu'organisation juive, qui est une organisation ouverte du PJB. C'est-à-dire que quiconque veut y adhérer a le droit. Il ne faut pas être juif pour y adhérer. Nous avons des membres non juifs qui adhèrent aux valeurs que nous défendons. Il y a même quelques membres palestiniens qui se sont fait membres de l'UPJB par solidarité et par soutien à nos engagements. Donc nous sommes engagés là, sur la question israélo-palestinienne, sur d'autres questions aussi. Un de nos grands combats depuis des années, c'est le combat pour le droit d'asile et contre la politique d'asile de notre gouvernement en Belgique. Nous sommes engagés sur la question des Roms. Au moment de la guerre en Bosnie-Herzégovine, nous avons été très engagés, nous avons invité toute une école de Sarajevo à l'UPJB pour les accueillir pour qu'ils puissent, eux, un tout petit peu décompresser après ce qu'ils avaient subi et parler aussi de leur expérience avec leurs professeurs qui les accompagnaient. Donc, nous sommes engagés sur différents fronts et aussi maintenant contre la régression sociale de la politique du gouvernement belge. Donc, nous sommes partie intégrante du mouvement associatif dans sa globalité. Notre engagement sur la question israélo-palestinienne, donc, est le soutien actif, à la fois financier à certaines ONG palestiniennes, l'organisation de missions d'observation et puis de témoignages dans les territoires palestiniens occupés et
avec les organisations israéliennes activistes contre la colonisation, contre l'occupation. Donc ça, c'est notre combat essentiel, je dirais, aujourd'hui, plus la question des immigrés des demandeurs d'asile, donc qui a pris toute l'acuité qu'on connaît un peu partout en Europe, avec les politiques diverses aussi de nos gouvernements, qui est le non-accueil, le plus large possible, on pourrait dire, des candidats à l'asile. Nous sommes solidaires, nous l'avons toujours été, des candidats à l'asile, nous rappelant et en faisant état, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Que nos parents, nos grands-parents ont trouvé asile, parfois pas facilement, ils ont aussi pu passer quelquefois la frontière en étant éjectés en revenant. Enfin, nous sommes donc ces enfants d'immigrés. Le problème, c'est que lorsqu'il y a eu une grande exposition à Bruxelles il y a quelques années sur les immigrations en Belgique. Et la plupart des organisations juives ont refusé de faire partie de cette exposition. Ils se considèrent comme totalement intégrés, et ils sont belges avant tout. Donc, l'immigration, c'est les autres, c'est pas nous. Donc ça, c'est la question de l'immigration. Sur Israël-Palestine, l'émergence d'autres voies. Donc nous sommes une voie, effectivement, alternative. Nous manifestons notre solidarité au peuple palestinien, son droit à l'autodétermination. Il y a certainement un frémissement aujourd'hui dans la communauté, c'est-à-dire qu'on sent que beaucoup de juifs sont mal à l'aise, pour diverses raisons. Certains sont mal à l'aise parce qu'ils disent que ce n'est pas possible de continuer la colonisation et d'étendre, etc., pour arriver finalement au Jourdain en évacuant les grandes villes. D'autres sont mal à l'aise parce qu'ils se rendent compte qu'Israël est en train d'aller droit dans le mur. Donc ils ont peur pour Israël. Bon, ça fait rien, s'ils critiquent la politique de colonisation, c'est déjà une bonne chose, mais pour des raisons différentes. C'est la crainte, c'est comme certains auteurs israéliens aujourd'hui ont surtout peur pour l'avenir d'Israël. Quel l'avenir pour Israël? Même l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Darnavi, commence à se dire que ça sent vraiment pas bon du tout pour Israël. On se préoccupe peu du sort des Palestiniens, on se préoccupe de l'avenir d'Israël que le gouvernement actuel, mais les précédents aussi, mettent en péril. Donc nous avons participé en tant qu'organisation juive à toutes les manifestations qui ont été organisées, solidarité avec Gaza déjà en 2009, début 2009, sur l'agression de fin 2008, début 2009. Nous avons été copieusement insultés par la communauté juive, des injures. Nous n'avons pas le problème de violence physique qui existe en France avec la Ligue de défense juive, mais la violence verbale, elle est effectivement pas piquée des verres. Nous avons participé évidemment l'année dernière à la grande manifestation pour Gaza suite à l'agression israélienne. Maintenant nous sommes en train de songer à l'organisation d'une manifestation sur ce qui se passe aujourd'hui et en Israël, la révolte des jeunes palestiniens et dans les territoires palestiniens occupés. Donc voilà, mais notre audience, elle est, je dirais, assez importante au sein de la société civile belge. Elle est inaudible pour la majorité de la communauté juive organisée. Les autres, on ne sait pas très bien, puisqu'ils ne sont pas organisés, donc ce ne sont pas des organisations, donc on ne connaît pas. Nous pensons qu'il y a effectivement là, quelque part, des juifs qui se disent « trop c'est trop ». Mais on n'en est pas sûr et on ne le sait pas, on sent quelque chose qui bouge dans ce sens-là. Mais notre voix, à nous, est inaudible.
ne serait-ce que parce que nous avons adhéré, en tant qu'organisation, à la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions. Et ça, c'est absolument inacceptable. Même pour des mouvements, il y a un mouvement qui s'appelle le Centre communautaire laïque juif, qui est proche du mouvement La Paix Maintenant, et de J. Cole. Mais il est interdit de parler de boycott, des investissements et de sanctions. Donc, c'est un point de rupture entre nous, entre notre organisation et la communauté dans, je dirais, quasi son ensemble. Je ne parle pas d'individualités qui peuvent adhérer à ce type de raisonnement, parce que nous disons toujours aux gens qui disent qu'il n'est pas question, BDS, c'est mettre tous les Israéliens dans le même sac, c'est-à-dire punir même ceux qui militent pour la paix, etc., et contre la colonisation. Je me souviin qu'un jour, il y avait un grand rassemblement à Bruxelles, cinquantenaire, et Michel Warszawski, un vieux, ancien militant anticolonialiste, était venu nous dire, en tant qu'Israéliens, sanctionnez-nous pour nous empêcher d'aller dans le mur. Comme des militants blancs contre l'apartheid ont dit sanctionnez-nous, hein, puisque une politique qui est inacceptable. Et là, il y a eu des sanctions, il y a eu un boycott généralisé international. Donc ici, nous demandons à ceux qui disent pas question de boycotter ou de sanctionner Israël, mais quelle est votre solution? Quelles sont vos solutions pour qu'on sorte de ce merdier? Bon, il n'y a pas de réponse, évidemment. La diplomatie, on sait ce que la diplomatie donne depuis quelques dizaines d'années. Alors aujourd'hui, évidemment, avec ce qui se passe, on appelle, ce qu'on tente d'appeler l'intifada des couteaux, hein, on dit, vous voyez, il n'y a pas moyen de leur faire confiance, mais on voit aussi qu'au sein de la société israélienne, comme au sein de la communauté juive en Belgique, personne ne se pose la question du pourquoi de la violence, hein, du pourquoi de cette nouvelle forme de violence de la part de jeunes palestiniens, sont essentiellement des jeunes qui sont post-accord d'Oslo, en fait, et qui se rendent compte, puisqu'on leur a parlé des accords d'Oslo, se rendent compte que ça n'avait rien changé, au contraire, ça empire. Hein. Finalement, les accords d'Oslo ont rendu la situation des Palestiniens encore plus terrible, plus dramatique qu'avant les accords d'Oslo, puisque ce sont les accords d'Oslo qui ont créé d'abord les zones A, B, C. Hein. Donc la zone A, contrôle administratif de l'autorité palestinienne, zone B, contrôle mixte, et zone C, qui est la plus grande, hein, plus de 60% de la Palestine, la zone C, donc exclusivement sous contrôle militaire israélien. C'est là que se trouvent la plupart des colonies. Hein. Alors, on nous dit, oui, mais Israël veut négocier. Chaque fois qu'il y a une négociation entre le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne, on a parlé de quoi? De la sécurité d'Israël. C'est tout. Hein. Ce qui intéresse les gouvernements israéliens, et celui-ci en particulier, c'est la sécurité d'Israël. Donc il faut que l'autorité palestinienne soit garante de la sécurité des Israéliens. Aujourd'hui, on nous dit, les Israéliens ont peur, on lit ça dans la presse occidentale, et chez nous, il y avait des grands titres, les Israéliens ont peur. Mais ils ne se posent pas la question, pourquoi ont-ils peur? Et au sein de la communauté juive, on se pose pas la question du pourquoi de cette peur nouvelle, hein, des Israéliens, puisqu'ils ont toujours été relativement costauds, et ils se rendent compte qu'avec les actions individuelles, ce n'est pas une intifada organisée, hein, ce sont des jeunes désespérés qui... Donc, les services de sécurité israéliens, la police, l'armée, ne parviennent pas à endiguer. Hein, dans la mesure où ce sont des actions individuelles, vous sortez, vous prenez un couteau à la maison, vous poignardez quelqu'un. Il faut noter que la plupart de ceux qui sont poignardés aujourd'hui en Israël sont des militaires et des policiers, hein, et des colons. Des colons qui agressent régulièrement la bien. Donc notre engagement, c'est ça, c'est d'expliquer et de convaincre, c'est-à-dire d'essayer de mobiliser la société civile
belges, de remobiliser, parce que c'est un conflit qui a plusieurs dizaines d'années. Donc les gens sont fatigués, les vieux militants, comme moi, commencent à être fatigués, ça fait 40 ans qu'on est dans la rue et qu'on est solidaire du peuple palestinien. Donc c'est vrai on attend une relève de jeunes. Donc je disais cet après-midi, nous avons à l'UPJB un mouvement de jeunes. Un mouvement de jeunes qui compte à peu près 100 jeunes, qui se réunissent tous les samedis, différents groupes d'âge, de 8 ans à 15-16 ans, parce qu'après 15-16 ans, on devient un acteur du groupe soi-même. Donc, on essaie de transmettre à ces jeunes, d'abord, l'intérêt que posent les différents problèmes de société, la question des immigrés, à laquelle les jeunes sont très sensibles. Je dirais à la limite plus sensibles qu'à les questions israélo-palestiniennes, qui se passent plus loin. La question des demandeurs d'asile, ça se passe chez nous. Et on assiste tous les jours. Il y a 2-3 ans, il y a eu un grand groupe de Pendjabis, originaires du Pendjab indien, qui se sont retrouvés, qui voulaient passer en Angleterre, les passeurs ont été arrêtés, et ces Pendjabis ont été mis à la rue, parce que la police ne savait pas quoi en faire. Bon. Nos jeunes ont rencontré un groupe de 38 personnes dans un parc. Il logeait à la Belle Étoile. On m'a téléphoné, j'étais à ce moment-là président de l'UPJB. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient les amener à l'UPJB. J'ai dit oui, quelques jours, pour voir un peu. Bon, ils sont restés 6 semaines. Et on a réussi à les dispatcher un peu partout. Donc notre local, qui n'était pas fait pour ça, mais là il y a eu un immense élan de solidarité. On a reçu des matelas, des couvertures, de la nourriture, de l'argent. On les a dispatchés, j'en ai conduit quelques-uns sur Paris parce qu'ils voulaient partir sur Paris. Voilà. Donc, les jeunes et le conflit israélo-palestinien, puisqu'on en parle à l'UPJ. Et il y a des jeunes maintenant qui viennent de plus en plus à, je dirais, nos conférences débats, nos séances d'information sur le conflit et sur la solidarité indispensable à nos yeux de la question palestinienne. Alors on demande toujours, vous êtes pro-israélien ou anti-israélien, pro-palestinien, etc. Nous répondons toujours, nous sommes pour la justice, il y a une injustice absolue qui a été commise à l'égard du peuple palestinien, il faut leur rendre justice, et c'est à la communauté internationale qui a créé l'État d'Israël, il incombe de rendre justice au peuple palestinien. C'est au peuple palestinien à décider finalement de quelle manière il veut qu'on lui rende justice. Nous n'intervenons plus. Nous avons longtemps soutenu la solution à 2 États. On est en train de se rendre compte que c'est Israël qui crée quasi totalement l'impossibilité de 2 États. Quand on sillonne la Cisjordanie, on se rend compte à quel point c'est un gruyère et que si les colonies ne disparaissent pas, eh bien il n'y a pas d'État palestinien viable, les routes de contournement, les routes destinées aux colons, etc. Voilà, ça c'est notre combat. Et je le dis, nous nous adressons, que des juifs nous entendent et veulent nous entendre et nous rejoindre, tant mieux, mais nous nous adressons principalement à la société civile belge, en essayant de remobiliser les forces, et surtout, effectivement, dans la jeunesse. Et dans les manifestations auxquelles nous participons en tant que PJB, nous constatons qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se mobilisent, qui étaient absents, des jeunes, des ados, de jeunes adultes, et ça c'est encourageant, et au sein même de notre mouvement, aussi les jeunes qui se mobilisent. On a organisé 2 grandes manifs ces derniers temps, une sur la Palestine et une autre sur les demandeurs d'asile. Nos jeunes étaient vraiment très, très présents, et ça c'est un encouragement pour nous, qui ne rêvons que d'une chose, c'est de pouvoir céder le relais, lorsqu'on vient fatigué. Mais bon, ben voilà, ça c'est notre organisation. S'il y a des questions après. Bien. Bon, moi c'est un petit peu difficile parce que, en tant qu'autre voix juive, je ne représente que moi-même.
C'est le début. Donc, je suis membre d'une association, bien sûr, qui lutte pour la justice pour le peuple palestinien. Ça s'appelle le Comité pour une paix juste au Proche-Orient, qui a été créé au Luxembourg en 2002 et que j'ai rejoint en 2003. Et donc, c'est une association laïque qui est ouverte, bien sûr, à tout le monde. On ne va pas être très nombreux en tant que juif. En tous les cas, je suis la seule qui est active, qui est visible et qui s'engage en tant que juive, mais donc dans une association qui n'a pas du tout cette identité-là. Donc moi, je ne vais pas pouvoir vous parler comme mes deux camarades, mais si vous voulez, je vais essayer de vous parler un petit peu comment les relations entre ce comité et la communauté juive se sont un petit peu développées au cours des années, notamment à partir du moment où j'y étais active. Alors juste une parenthèse, donc le Luxembourg, c'est 560 000 habitants. Donc déjà, c'est un cas particulier, c'est vraiment un petit pays. La communauté juive, c'est difficile à dire, peut-être autour de 2000 personnes et des histoires très mixtes, donc à la fois des familles anciennes. Donc, moi, ma famille maternelle, en tous les cas, est depuis longtemps au Luxembourg, depuis au moins la fin du 19e siècle pour une partie, d'autres plus récents qui sont venus de Pologne. Certains qui ont vécu en Palestine, Palestine britannique. Enfin, ma mère est palestinienne puisqu'elle est née en avril 1945. Ça lui fait toujours un peu un choc quand je lui dis mais tu es palestinienne. Mais elle reconnaît qu'elle avait à l'époque, ses parents avaient en fait des passeports où c'était marqué palestinien. Bon, enfin ça c'est un petit peu pour l'anecdote. Et donc des familles qui sont venues plus récemment. Certaines familles israéliennes, mais aussi beaucoup de gens qui viennent travailler, comme d'autres, puisque nous avons plus ou moins, on va dire, 45-48% de la population résidente n'est pas luxembourgeois. Ils sont français, belges, portugais, enfin de différentes nationalités. Et puis il y a aussi la journée de beaucoup de frontaliers qui viennent au Luxembourg, 120 000. Les luxembourgeois, la journée, ils sont en situation minoritaire. Et la communauté juive donc, est très, très diverse. Quand je me suis engagée au début au comité pour une paix juste au Proche-Orient, ma famille, mes cousins, tu vas au comité, mais ce sont des antisémites. Ah, puis surtout lui, là, un tel, là, machin. Alors lui, vraiment antisémite. Bon, moi, j'ai appris à les connaître. Alors, bon, c'est certain qu'il y avait parfois des discours, des propos qui étaient peut-être un peu maladroits. Et donc, j'ai fait un travail d'explication pédagogique pour expliquer pourquoi il y avait certaines sensibilités de la part des juifs, qui avaient une histoire aussi, qu'on ne pouvait pas forcément faire passer certains messages en faisant facilement des comparaisons entre la Deuxième Guerre mondiale, les camps et puis la Palestine, que ça allait plutôt amener les gens à se fermer, un peu comme un hérisson, et du coup de ne plus être capable d'écouter. Mais bon, malgré un peu cette évolution de notre comité, ça n'a jamais été simple. Alors nous avons fait des démarches, très clairement, parce que j'ai servi un petit peu d'intermédiaire. Bon, je ne suis pas particulièrement intégrée dans la communauté juive, parce que je ne vais pas à la synagogue, et je ne suis pas dans d'autres choses. Et bon, je connais, j'ai ma mère qui est vraiment intégrée. Un de mes cousins est le président d'une des communautés, parce qu'en fait il y en a deux, une dans la capitale à Luxembourg-Ville et une dans le sud à Aix-sur-Alzette, et donc depuis de père en fils, ils sont présidents de la communauté juive de Esch, donc c'est un peu dans l'establishment juif. Donc j'ai essayé de faire un petit peu le lien, et je me souviens d'une réunion qu'on a eue chez moi, donc c'était tout à fait informel, entre 2-3 personnes, mais aussi de manière informelle, parce que bien sûr le consistoire, officiellement le consistoire, il n'a aucune position, il ne prend jamais position, ni pour ni contre. Et lorsque je discute avec des personnes, oui mais il y a eu une affaire dont je vais vous raconter à propos de consistoire, et donc il y a eu des échanges plutôt avec des personnes à titre individuel, mais malgré tout, ce comité, il continue de la part on va dire des juifs actifs dans la communauté, à être très mal perçu, même si nous avons depuis 2002 acquis aussi une audience beaucoup plus large. Bon, alors nous, on a simplement 2100 personnes qui nous suivent sur Facebook, mais bon, pour le Luxembourg, c'est déjà pas mal. Mais il y a toujours eu ce regard un peu méfiant. Avec ma famille, c'est devenu le sujet tabou, comme l'affaire Dreyfus, il ne faut pas en parler, sinon on va se taper dessus. Mais bon, les choses restaient, on va dire, plus ou moins correctes. Et bon, alors à chaque fois que Israël se déchaîne sur Gaza,
moi aussi je me déchaîne entre guillemets, donc j'écris dans la presse, je donne des interviews, et bon, Luxembourg c'est un petit pays, donc c'est assez facile d'avoir une audience. Et là, il y a eu des réactions assez fortes, alors pas forcément toujours directement, parce que Luxembourg c'est un pays consensuel, on ne s'étripe pas trop. On ne s'étripe pas trop en public, mais j'ai eu vraiment des échos que j'étais perçue comme une traître, comme le diable, et on ne comprenait pas très bien ce que je faisais dans ce comité. Il y a eu, à un moment donné, quand même une mobilisation, ça fait un certain nombre d'années, je me souviens nous avions fait une manifestation contre le mur qui se construisait, c'était peut-être le premier ou deuxième anniversaire de la condamnation par la Cour de justice internationale. Et c'était une manifestation mobile, avec un mur. Et il y a eu une contre-manifestation. Alors ça, pour le Luxembourg, autant vous dire, c'est exceptionnel, quoi. Une contre-manifestation. Et c'était organisé... Bon, je pense que le rabbin de l'époque avait motivé ça. En tous les cas, il était présent avec toute sa famille. Et donc, leurs affiches, leurs cartes, eh ben, c'était tous les victimes des attentats terroristes. Donc, il y avait toutes les photos... Donc, mais bon, ça s'est passé sans... C'est pas étriqué. Donc il y a eu cette tentative, il y a eu ces différentes tentatives, et puis bon, on a décidé d'ouvrir une page Facebook il n'y a pas très longtemps, on avait beaucoup hésité, et là donc ça devient le lieu de certains déchaînements. Alors c'est aussi, bon c'est un peu notre faute entre guillemets, c'est parce qu'on quand on publie certains posts, quand on fait certaines campagnes, notamment liées au boycott, puisque nous sommes aussi dans cette direction-là, eh bien, nous avons remarqué ces derniers temps qu'il y a des personnes que l'on connaît, parce que Luxembourg est un petit pays, hein, je ne connais pas forcément la communauté juive, mais d'ailleurs, plus ou moins toujours les mêmes, qui réagissent de manière très virulente. Donc il y a eu deux occasions récentes. Donc en septembre, on a eu une affaire... on appelle l'affaire Cactus. Cactus, c'est la chaîne commerciale, supermarché luxembourgeois, qui ont, enfin pour dire court, ils ont accepté, parce qu'on a sensibilisé tous les supermarchés au Luxembourg depuis plusieurs années, et à un moment donné, donc Cactus nous a écrit une lettre en disant, bah oui, nous on va arrêter de vendre des produits, des fruits et légumes qui viennent des colonies, puisqu'on n'a pas moyen de les retracer. Donc c'était pour nous une première petite victoire, donc on l'a annoncé sur notre page Facebook, et ça a été un déchaînement en l'histoire de quelques journées, un déchaînement dans les réactions, dans les insultes sur le site de ce pauvre Cactus, qui est aussi, qui n'était vraiment pas préparé à ça, je crois qu'ils n'ont d'ailleurs même pas vraiment un service de communication, qui s'est retrouvé aussi avec des lettres, et des démarches, et l'affaire est allée jusque sur des sites de presse israéliens, sur le site anglophone de Yediot Aharonot. On trouvait l'affaire Cactus, Cactus a acquis grâce à nous une notoriété mondiale, enfin mondiale, mais toute transméditerranéenne. Mais bon, ils l'ont bien sûr très très mal pris. C'était vraiment une erreur de notre part de peut-être pas se concerter avec eux, mais c'est vrai qu'on a été un peu naïf, on ne s'attendait pas à une telle réaction, en plus c'était la fin août, normalement les vacances, mais en fait il y a un certain nombre de personnes qui sont, alors je ne sais pas si c'est organisé, si c'est spontané, si c'est les fameux Sayanim qui font le travail en fait des ambassades israéliennes. Mais il y a une veille qui se fait sur nos sites, et d'ailleurs on le voit, nos informaticiens, quand ils regardent un petit peu, bah oui c'est sûr que l'ambassade d'Israël consulte souvent notre site web, et la page Facebook, il y a une veille qui se fait, c'est absolument impressionnant. Certaines personnes ont l'impression qu'elles passent leur journée à consulter notre page, à faire des commentaires, mais pas simplement à faire des commentaires, à diffuser ces informations. Par exemple, le fait que cette histoire de Cactus soit allée aussi vite en Israël, c'est que voilà, ça a été diffusé, ça s'est retrouvé dans des sites juifs allemands aussi, des sites internet juifs. Donc on a été vraiment diabolisés. On nous a prêté des financements qu'on n'a pas, et on a, oui, certains, mais on a commencé à être attaqués sur des financements qu'effectivement nous avons. Parce que le comité pour une paix juste au Proche-Orient, nous sommes aussi une ONG de développement, puisque nous avons un projet de coopération dans le camp de Jenin depuis plusieurs années. Et à ce titre-là, nous recevons des fonds du ministère de la coopération luxembourgeois, et aussi pour ce qu'on appelle donc l'éducation au développement. Donc des informations de sensibilisation qui se font vis-à-vis du grand public et notamment vis-à-vis des écoles.
Nous avons une exposition qui circule dans les écoles avec des visites guidées. Alors bon, c'est plus ou moins bien reçu. On a aussi tout un travail au début, ça a été assez... il y a eu des réactions, notamment à l'école européenne, où il y avait un enseignant d'histoire juif qui s'était vraiment pendant un long moment opposé à ce que cette exposition ait lieu. Et puis bon, voilà, les choses ont fini par se faire quand même. La personne a accepté, a d'ailleurs été présente lors des visites guidées. Mais donc, voilà, ici, ça a monté d'un cran, parce que, bon, ils ont essayé ils essaient, c'est tout récent, de nous toucher, puisque, bon, nous avons été transparents, et lorsqu'on nous a accusés d'être financés par je ne sais pas trop qui, nous avons, enfin, un de nos membres a répondu, mais nous sommes une ONG de développement reconnue par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, qui nous finance pour nos projets. Alors bien sûr, ça, c'était la chose qu'on n'aurait pas dû dire. On est naïf, hein, parfois, donc on n'est pas... On est bénévole, on ne se conserve pas forcément toujours, c'est Facebook, parfois on répond trop vite aussi. D'ailleurs, on est en train maintenant de mieux réfléchir, et j'ai vu que c'est aussi le cas de l'UJFP, à notre façon de travailler sur Facebook, de nous concerter, parce que bon, il y a des façons de réagir qui laissent vraiment après la prise aux attaques. Et donc voilà, il y a eu des lettres qui sont parties donc, au ministère de la coopération pour nous dénoncer. Alors c'est toujours la même chose, hein, appel à la haine, antisémitisme, bon, je ne sais pas si ça a été formulé tel quel, qu'on est unilatéral et qu'en plus on est financé par l'argent du contribuable. Donc bon, c'était effectivement très délicat pour le ministère, mais bon, nous avons... Donc on a la chance d'avoir un petit pays, donc les liens sont assez faciles. On a un ministre des Affaires étrangères dont vous avez peut-être entendu parler, puisque nous avons la présidence européenne actuellement jusqu'en décembre, donc c'est Jean Asselborn. Et je tiens à le dire, c'est un des rares ministres, si ce n'est le seul, dans l'Union européenne qui a un langage qui n'est pas politiquement correct. Il dit les choses. Il est actuellement en Palestine ces jours-ci, on est en contact régulier avec son équipe. Bon, il a été attaqué aussi, lui, de manière assez virulente par un jeune qui est le fils du Razan de la synagogue de Luxembourg, mais qui vit en Israël et qui, en fait, a écrit donc, au moment de la dernière guerre à Gaza, parce que notre ministre s'était exprimé publiquement, il avait vraiment critiqué très fortement et très clairement Israël, et il condamne clairement la colonisation et l'occupation. Et donc, il avait été attaqué par ce jeune de manière assez méprisante, de dire « vous n'y comprenez rien, si vous étiez bombardé là dans votre village de Steinfort par les Belges, alors qu'est-ce que vous feriez ?» Bon, la réponse était assez simple, la Belgique